Si vous êtes occupé mais toujours fauché, c'est que vous travaillez sur trop de choses à la fois. Vous vous éparpillez. Quand je dirigeais ma première entreprise, je travaillais sans relâche. Mais je plafonnais à 3 millions de dollars par an. C'est quand j'ai appris à appliquer mes efforts délibérément que tout a changé. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi vous êtes si occupé, comment cela vous maintient dans la précarité et comment allouer vos efforts de manière stratégique aux bonnes opportunités pour transformer votre agitation en entreprise. Pour mieux comprendre, voici un exemple biologique et un exemple social. Pour l'exemple biologique, disons que vous avez une loupe et que vous voulez brûler un trou dans une feuille de papier, d'accord? Vous avez cette feuille de papier ici et vous voulez y brûler un trou. Si vous ne placez pas la loupe à la distance précisément requise, vous allez juste avoir un simple cercle lumineux comme celui-ci, mais ce ne sera pas suffisamment concentré pour brûler à travers. Il faut trouver ce point idéal pour obtenir ce tout petit trou et tout à coup, ça perce. Mais cela n'arrive que lorsque vous pouvez concentrer la lumière. De la même manière, disons que vous voulez organiser une fête un vendredi soir. Mais au lieu d'organiser une seule fête, vous dites « Hé, je veux organiser 4 fêtes un vendredi soir ». Maintenant, si c'était ce que vous alliez faire, vous pourriez vous dire « Mince, aucune de mes fêtes n'a marché ». C'est évident. Pourquoi vos fêtes ont échoué? Car vous n'avez jamais atteint une masse critique suffisante. Si vous réunissiez tous vos invités à une seule fête, elle décollerait et deviendrait une fête à part entière. C'est pourquoi vous vous consacrez à cette idée. Votre réseau ne compte qu'un certain nombre de personnes, avec un nombre limité de contacts que vous pourriez solliciter et exploiter. Pour conclure des affaires, obtenir de l'aide, faire travailler des gens pour vous, toutes ces choses-là, vouloir lancer 4 fêtes à la fois explique pourquoi aucune ne marche. C'est que les entrepreneurs sont souvent encouragés lorsqu'ils abandonnent pour changer de direction. Car vous avez intégré les affaires en quittant tout pour être ici et ça a marché. Voilà pourquoi vous continuez. Mais le souci est que l'on vous a encouragé à lancer 2 fêtes. D'abord, il y avait le travail. Puis, vous avez décidé d'arrêter pour lancer votre propre fête. Et soudain, on se dit, c'était génial. Je lancerai plus de fêtes. Au lieu de passer de l'une à l'autre, ce nouveau véhicule était supérieur et organiser vos propres fêtes était le meilleur moyen plutôt que d'en lancer en général. Qu'est-ce que ça signifie? On parle souvent de stratégie en business. Je demande toujours, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et là, ils inventent des mots car ils n'en savent rien, juste parce que ça sonne bien. La stratégie, c'est ça. Prioriser des ressources limitées parmi l'infini des possibles, c'est choisir vos actions et vos renoncements. Voilà la stratégie. Et donc, si je vous demande quelle est votre liste de priorités, si vous répondez, disons, priorité 1, 2, 3, 4, je peux vous dire que vous n'avez pas de priorité car vous en avez plus d'une. Alors, si on y réfléchit, qu'est-ce qu'une priorité? Étymologiquement, ce mot signifie qu'on ne peut en avoir qu'une seule chose à la fois, la première. C'est comme ça que fonctionne une priorité. Voilà. Au XXe siècle, les gens ont parlé de priorité, ce qui a vidé le terme de son sens. Mais si l'on revient à l'origine, cela veut dire que ceci passe en premier et c'est le plus important. En ce moment, tu peines à concentrer tes ressources sur une seule fête, à mobiliser ton entourage, à focaliser tes efforts de promotion pour fédérer tout le monde, car tu essaies d'en promouvoir 4. Parce que tu essayes d'organiser 4 fêtes, 4 priorités, des priorités. Et à cause de ça, tu n'en as aucune qui fonctionne vraiment. En voici un exemple amusant. J'ai donc eu une femme vraiment adorable, Kira, qui est venue à l'un de nos... Lors d'un événement à notre siège, une mère de 5 enfants gérait sa maison d'édition, une émission télé, une agence d'événementiel et du coaching pour femmes d'affaires. Et elle s'en sortait plutôt bien, tu vois ce que je veux dire? Quelques millions par an. Quand je vois un tel entrepreneur, je me dis, mec, tu as juste 3 ou 4 fêtes moyennes. Et si tu faisais en sorte que tout ce monde fasse la fête ensemble, ce serait tellement plus grand, parce que alors cet effet de bouche à oreille serait bien plus vaste qu'auparavant. C'est pour ça que ça semble si difficile. Au début, tout repose sur l'effort manuel. Il faut se battre à la force du poignet pour attirer les premiers. Mais ensuite, après ça, le bouche à oreille prend le relais, ça devient quelque chose et ta marque se développe. Ta réputation grandit. Mais lancer 4 fêtes en même temps, c'est impossible. Comment faire? Souvent, on se dit « je dois être productif ». Voici le meilleur conseil de productivité au monde. Ne fais rien, à part la tâche que tu t'es fixé d'accomplir. C'est tout. Tout ce qui ne correspond pas à cette phrase ne te rend pas plus productif. Si tu n'es pas en train de faire la tâche, alors tu n'es pas en train de faire la tâche. On a inventé la productivité pour procrastiner créativement sans culpabiliser d'éviter le travail requis.
Se concentrer, c'est exclure tout sauf ton objectif. L'engagement élimine les alternatives. Décider de décadère signifie couper. Bref, mince, tous disent la même chose. Oui, avoir beaucoup de mots ne signifie pas forcément des sens différents. C'est l'apport de diverses cultures à notre lexique, même si certains tentent d'y voir des nuances précises. C'est la même chose. Tu dois éliminer ce que tu ne vas pas faire, et ce qui reste devient ta priorité. La question clé est donc, quelle est cette chose qui reste? Parce que ceux qui avancent le plus vite ne vont pas forcément plus vite. Ils obtiennent plus à chaque action. Ils ont un effet de levier plus important. Je veux que tu passes par ce processus avec moi. En ce moment, tu as tes priorités. Je vais mettre ça entre guillemets ici, d'accord? Et disons que, tu sais, augmenter, par exemple, la publicité est l'une d'elles. Tu sais, la deuxième, c'est, par exemple, ajouter un nouveau produit, puis recruter, tu sais, des commerciaux, peu importe. Tu as ces choses que tu veux faire. Maintenant, si je te demandais, parmi ces choses, si tu avais la certitude à 100% de pouvoir en accomplir une, dans un an, laquelle t'emmènerait le plus loin? Maintenant, quand tu regardes tout ça, tu pourrais te dire, honnêtement, même si j'arrivais à maîtriser les nouvelles pubs, j'aurais quand même besoin d'un commercial. Et le nouveau produit est important, mais si je n'ai pas de commercial pour le vendre, alors je ne peux rien faire. C'est comme, d'accord. Donc tout ce que tu as dépend de la réalisation de cette tâche. Et donc c'est maintenant ta priorité. Tu peux ignorer tout le reste. Parce que tant que cela n'arrive pas, rien d'autre n'a d'importance. Maintenant, j'ai donné 2 exemples qui étaient des contingences. Et s'il y avait des choses que tu pouvais faire en parallèle? Par exemple, et si je commence à développer une application pour qu'au moment où j'aurai mon commercial, j'ai déjà quelque chose à vendre? Eh bien, le problème avec ça, c'est que, d'après mon expérience, comme pour les soirées, les ressources sont limitées. Je constate que les gens accomplissent en réalité les choses plus rapidement de façon chronologique ou linéaire qu'en parallèle, surtout quand on concentre toutes les ressources d'une entreprise, moi, sur un point précis. Parce que si tu sais que tu ne peux faire qu'une seule chose avec toutes tes ressources, devine quoi? Tu la fais plus vite parce que tu as tellement d'autres choses à faire. Parce que chaque personne a l'impression de freiner toute l'entreprise, ce qui est le cas. Mais quand tu poursuis plusieurs choses à la fois, personne n'a l'impression de freiner toute l'entreprise et au final, rien n'avance. Voilà pourquoi tu te sens si occupé à vouloir organiser toutes ces fêtes en même temps. Voici pourquoi ça te maintient dans la précarité. Ce que tu dois comprendre, c'est le vrai coût du changement. Imaginons que cette ligne représente ton chiffre d'affaires habituel dans l'entreprise, d'accord? Si tu fais un changement dans l'entreprise, tu vas presque toujours devoir supporter le coût du changement, n'est-ce pas? L'entreprise va baisser. D'après mon estimation, chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, on perd 20% d'entrée de jeu, avant même de pouvoir réaliser un quelconque potentiel non garanti de bénéfices liés à ce changement. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entrepreneurs entendent ça et se disent, d'accord, moi je suis prêt à risquer cette baisse de 20%, car peut-être que j'aurai une hausse de 10% ou autre en face. Veux-tu vraiment risquer 20 pour gagner 10? Ce n'est pas un échange que je ferai. En fin de compte, on réalise que la grande majorité des tests ne devraient tout simplement pas être effectués. C'est comme ça pourrait marcher et alors? Ça ne va pas changer l'entreprise. Ce n'est pas la contrainte, tu vois. On a peut-être une optimisation de conversion à faire. Est-ce l'obstacle pour atteindre les 3 à 10 millions? Probablement pas. En réalité, ce ne sont que des distractions productives. Chercher à obtenir un résultat décuplé est une erreur de parcours car tu te concentres sur la mauvaise chose. Après les 20%, cela signifie que toute tentative doit apporter au moins 20% de gain potentiel, car tu pourrais ne pas l'avoir. C'est ma règle de base. Il me faut au moins 20% de gain potentiel pour accepter une perte garantie de 20%. Maintenant, voyons ce que ça donne en réalité. Il y a 2 scénarios. Premier cas, ce qu'on a commencé à fonctionner, nos performances augmentent. Mais juste ici, on se dit, faisons un autre changement. On a ces changements qui pourraient marcher, mais on continue d'en faire d'autres. En réalité, nos performances sont plutôt ici, au lieu de ce qu'elles seraient sans rien changer. Mais ça, c'est en partant du principe que tous les changements que tu fais vont améliorer l'entreprise. Mais que se passe-t-il si tu changes des choses et que certains changements rendent en fait l'entreprise moins performante? C'est là que je vois des gens bloqués à 1 million, 3 millions ou 10 millions par an qui restent à ce niveau pendant plusieurs années d'affilée. C'est généralement parce qu'ils changent trop de choses et travaillent sur le mauvais sujet, n'est-ce pas? Vu leur évolution, elles n'ont pas assez de capacité. Elles multiplient trop les projets au lieu de se concentrer sur un seul qui, s'il réussit, les propulserait en une.
J'ai donc eu une entrepreneur super qui est venue et elle était bloquée depuis un moment. Et donc, elle lançait constamment trop de nouveaux projets. En fait, elle lançait sans cesse de nouvelles promotions et des mécanismes de conversion parce que c'était sa passion d'entrepreneur. Elle adorait vendre, tu vois. Elle voulait innover dans la vente, pourtant ce n'était pas le point de blocage. Elle était très douée pour la vente. Même si elle aimait ça, ça ne réglait pas les limites de l'entreprise. En évoquant les freins de la société, j'ai vu son énergie retomber. Elle s'est dit, je ne suis pas douée pour ça. Je l'ai donc sous-traité. Et j'ai dit, oui, ça se voit. Imagine, elle m'a répondu, je paye cette personne 3 000 $ par mois pour gérer mon organique, tu vois. J'ai dit, imagine payer quelqu'un 3 000 $ par mois pour gérer tous les pitchs. Elle pitch en un à plusieurs. J'ai dit, ça marcherait, tu crois? Et elle a répondu, oh non, jamais. Et j'ai dit, voilà. Il y a des gens qui sont aussi doués que toi pour créer du contenu, comme toi tu l'es pour faire des pitchs. Et tu dois être aussi bon pour faire du marketing en amont. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas la capacité de le faire parce que tous les mois ou deux, elle changeait son processus pensant que ça limitait le business. En réalité, elle convertissait à peu près le même nombre et devait simplement travailler plus dur avec de moins en moins de prospects. Plus efficace, elle visait pourtant la mauvaise partie de l'entonnoir en disant qu'on ne convertit qu'à 100%. Tu ne peux pas dépasser 100. Tu n'atteindras jamais 100. Le souci est qu'il faut faire entrer plus de personnes dans le panier, non? À chaque fois qu'elle faisait ça, son équipe devait réapprendre de nouveaux systèmes. Ses clients pouvaient être confus par ce nouvel habillage autour de son processus et de son produit. Elle perdait de l'élan à cause de ces changements constants. Pour moi, je lui ai donc dit qu'elle devait accepter que certaines choses soient suffisamment bonnes, car la contrainte n'est pas là. Et ça, c'est à l'opposé de la culture perfectionniste où tout doit être parfait. D'abord, rien ne sera jamais parfait. J'approuve Jack Dorsey. Il a dit « rends les détails parfaits ». Limite le nombre de détails. Rendre ce processus parfait, est-ce vraiment ce qui verrouille le business? Non. Il faut un produit si bon que les gens en parlent sans cesse et c'est ainsi que l'entreprise grandit. Ou avoir un marketing si efficace que tout le monde te connaît. Beaucoup s'obsèdent sur l'entre-deux. Mais c'est aux deux extrémités que se trouve le plus fort levier. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Si les indicateurs que tu as pour ce que tu aimes sont au-dessus ou au niveau de la moyenne de ton secteur, laisse-les tranquilles. Ce n'est pas ça qui limite ton entreprise. Parce que tu dois libérer toute cette énergie pour pouvoir apprendre de nouvelles compétences. Concentre-toi sur ce qui limite vraiment ton entreprise, souvent ce que tu maîtrises mal, n'aimes pas faire et sous-traites. C'est la dure réalité des petites entreprises. Les propriétaires ont souvent le plus d'idées, mais les petites entreprises ont généralement la plus faible capacité à poursuivre de nouvelles idées. Tu es tellement limité en ressources, tu as si peu de temps, si peu d'énergie, si peu de personnes et de capital, que tu puisses réellement faire quoi que ce soit, surtout si tu veux bien le faire. Le meilleur espoir que tu puisses avoir si tu veux vraiment être compétitif, c'est de simplement bien faire une seule chose. Je vais te donner un exemple de l'une de mes chaînes préférées qui est Raising Canes. Et si tu veux vraiment étudier le business, étudie Raising Canes. Le propriétaire les possède toutes. Il n'a aucun franchisé. Il les a toutes. Ce gars est milliardaire et il n'est pas vieux. Je pense qu'il a la quarantaine. C'est un vrai tueur. Et une partie de la raison pour laquelle cette chaîne a eu autant de succès, c'est parce qu'il était tellement intransigeant sur les quelque chose qu'ils allaient faire. Bien. C'est comme on a nos frites. On a le pain Texas, on a la salade de choux, on a les tenders et ils ont des sauces et des boissons. C'est tout. Et si tu veux un sandwich, ils prennent juste les tenders et les mettent entre deux tranches de pain Texas, non? En gros, ils prennent juste ces quelques ingrédients parce qu'ils se disent « si on maîtrise ça, on n'a pas besoin de faire autre chose ». Et je veux vraiment insister là-dessus. Si tu peux te dire « si je ne faisais que ça, rien d'autre n'aurait d'importance ». Alors pourquoi laisses-tu autre chose avoir de l'importance? Et le plus difficile, c'est que beaucoup de tes idées sont probablement bonnes. Elles échoueront par manque d'exécution, pas par manque d'idées. Et elles échoueront toutes si tu veux toutes les faire, y compris celles que tu adores et à laquelle tu penses en ce moment. Tu te demandes sûrement s'il parle de celle-là, c'est le cas. Voici des exemples personnels. Même au sein d'une entreprise, mon monteur de vidéos courtes était très bon. Puis nous l'avons fait travailler sur 2 plateformes et les 2 en ont pâti. En se concentrant sur une seule, soudain, les vues sur celle-ci ont dépassé celles des 2 réunies quand il travaillait dessus en simultané.
C'est vraiment fou. Il a fait en sorte qu'une seule plateforme fasse mieux que les deux réunies, simplement en se concentrant uniquement sur celle-ci. Chaque mois, nous recevons des entrepreneurs au siège pour découvrir leurs activités. Lors de ces événements, mon équipe cherche toujours à s'améliorer. Nous avons alors instauré cette règle, et si on ne faisait rien de nouveau, zéro nouveauté, juste appliquer ce que nous savons pour réussir un événement, rien d'autre. C'est ce qu'on a fait. 4 fois de suite, on a eu le meilleur NPS, le meilleur score de l'événement. Là, je me suis dit, d'accord. Chaque fois que nous changeons quelque chose, notre NPS baisse. Ne changez rien. Tout le monde l'adore tel quel. Le truc, c'est que vous allez vous lasser de votre entreprise bien avant que vos clients ne s'en rendent compte. Parce que, rappelez-vous, ils n'ont aucun contexte. Vous pourriez penser, oh, on a fait cette chose une fois et cette fois-ci, on ne l'a pas faite. Personne ne le sait. Nul ne le sait. Vous comprenez désormais comment tout changer nuit à votre réussite. La question est, suivant mes propres règles, dire simplement « arrêtez » ne suffit pas. Il faut dire « faites ceci à la place ». Voici l'alternative. Troisièmement, comment allouer vos efforts aux meilleures opportunités. Soyez patient. Je sais, c'est frustrant. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que ça veut vraiment dire. La patience, c'est simplement savoir quoi faire en attendant. Et donc, je vais vous dire, personnellement, je fais une grande liste d'idées et c'est du genre, donnez-lui un nom ridicule pour vous rappeler votre ridicule d'avoir toutes ces idées. J'ai cette énorme liste de probablement plus de 200 idées lucratives ou qui pourraient améliorer notre entreprise ou nos processus existants. Donc, c'est en fait ma liste. Donc, vous savez, des trucs liés à l'IA qu'on peut faire, des trucs pour le trafic, des trucs pour le taux de conversion, des trucs pour la valeur vie client. Ce sont tous des tests que nous pouvons envisager. Ce sont des idées d'ascension, ce sont des idées de renouvellement. Et c'est juste que quand je les vois, je me dis « Waouh, ce sont vraiment de bonnes idées ». On n'en fait aucune. Et la dernière fois que j'ai pris un truc là-dessus, vous savez c'était quoi? En 18 mois, j'en ai pris 3. Et pourtant, j'ai probablement plus de ressources, de capital et de talent que la grande majorité des entreprises. Et je dis ça pour montrer à quel point c'est incroyablement difficile. Et ce qui est fou, c'est que vous ressentirez un immense soulagement, car vous réaliserez que beaucoup de votre anxiété et de votre stress viennent de cette liste que vous vous êtes créée, que vous n'avez pas accomplie. Donc, vous prenez essentiellement toute votre liste de choses à faire et vous dites « ce n'est plus ma liste de tâches désormais ». Je vais prendre ce que nous faisons déjà et les faire bien. Je vous promets que vous gagnerez plus d'argent et ça va vous déprimer, car vous verrez que votre plus gros souci est l'exécution, non le manque d'idées. C'est une leçon que j'ai mis beaucoup trop de temps à apprendre. Je tente de vous la transmettre. La plupart n'auront pas la discipline pour y arriver, mais ceux qui l'ont réussiront. Honnêtement, c'est déprimant. Sa simplicité ne veut pas dire que c'est facile. Vous devrez lutter contre votre nature intérieure chaque jour. Comme Warren Buffett donne cet exemple où il dit « Si vous n'aviez qu'une carte perforée avec 20 trous pour les actions, que vous pourriez acheter pour toute votre vie. Une fois ces 20 utilisés, vous ne pourriez plus investir, vous seriez un bien meilleur investisseur. Si comme entrepreneur, vous n'aviez qu'un coût par an pour optimiser un projet, vous analyseriez cette liste de très près pour savoir lequel de ces éléments choisir. Ne faisait que cela nous rapporterait le plus. Et en s'imposant cette contrainte, on finit par réaliser que si on résolvait ce seul problème, cela changerait absolument tout pour nous. C'est ça. Alors, pourquoi perdons-nous notre temps avec ces quêtes secondaires inutiles et faciles? Pour identifier votre levier principal, rendez-vous sur acq.com/Vegas. On y organise un événement mensuel, on a hâte de vous y voir. Et si vous faites ces choses-là, je pense que vous aurez une entreprise beaucoup plus rentable. Et surtout, comment allouer vos efforts aux meilleurs véhicules d'opportunité afin d'atteindre la masse critique et enfin transformer votre agitation en véritable business.